Bonjour et merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche une grande majorité de nos patients, les douleurs d'épaule. Je vous propose, le temps que les différentes personnes se connectent, de nous présenter. Donc, je suis Marianne Javaudin, responsable marketing chez FSK, prestataire de santé à domicile. Je vous en parlerai un peu plus dans le détail dans un instant. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée de Aurélie Anna Dubois, ergothérapeute et partenaire Navigator, et de Brice Link, kinésithérapeute. Bonjour à tous, merci de vous être connectés avec nous. Donc moi, je suis Aurélie Anna Dubois, ergothérapeute depuis 12 ans, où j'accompagne essentiellement des patients blessés médulaires en phase aiguë avec une expérience de 11 ans en centre de rééducation et maintenant plus à distance en phase chronique à domicile. Brice. Bonjour à toutes et tous, je suis Brice Link, kinésithérapeute et ostéopathe en libéral, en cabinet à Lyon. Je suis également classificateur national en basket fauteuil et je travaille donc kiné de quartier, mais à 30% de mon activité professionnelle avec des patients atteints d'une lésion médulaire. Merci et merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Votre mission, c'est de nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a des douleurs à l'épaule quand on est atteint d'une lésion médulaire. Voilà, vous allez nous expliquer le fonctionnement des épaules. Je vais vous présenter le programme et partager la présentation donc, que vous pourrez suivre et télécharger à la fin de ce webinaire. Donc, les présentations ont été faites. Et au programme du jour, donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse comprendre comment fonctionne une épaule, les impacts des mouvements et de la vie au quotidien sur les épaules. Et Aurélie et Brice vont nous partager les bonnes pratiques et les bons réflexes à adopter, tout ça pour bien préserver ses épaules. En amont de tout ça, je vais vous parler de FSK et sachez que donc, ce webinaire est destiné aux professionnels de santé, mais avant tout à nos patients et aux aidants qui les accompagnent. Donc, on a essayé de le rendre le plus accessible possible, mais si vous avez des questions, vous avez un chat à votre droite. Vous pouvez aussi partager votre expérience, faire vos commentaires. Donc, franchement, n'hésitez pas. On sera là pour répondre en live ou peut-être à l'issue de ce webinaire. Mais voilà, on va traiter toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à participer pour partager votre expérience. On va aussi envoyer des sondages pour savoir à votre avis, avoir votre avis sur certaines questions. Et puis, voilà, on va se lancer. Je vais présenter FSK et on pourra rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que déjà, au moins, tout le monde voit le PowerPoint et nous entend bien aussi? Parce que normalement, on a fait des tests son, mais sait-on jamais. N'hésitez pas à écrire s'il y a des soucis de son ou de partage d'écran. Mais bon, si on n'a pas de retour, c'est que tout va bien. OK. Ça paraît être... Oui, c'est parfait. OK. Merci. Super. Merci pour votre confirmation. Donc, FSK, nous sommes prestataires de santé à domicile. En fait, nous sommes experts depuis plus de 30 ans. On a déjà accompagné 200 000 patients, plus de 200 000 patients atteints de troubles d'incontinence ou des patients stomisés. Et vraiment, notre mission, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos patients. On prend en fait le relais du processus de santé à l'établissement à domicile. Concrètement, ce que ça signifie, c'est la livraison du matériel médical à domicile et sans frais tous les mois. On prend en charge aussi tout ce qui va être gestion administrative avec les organismes payeurs. Et notre atout, ce sont les parcours patients. C'est en fait une prise en charge personnalisée et adaptée à chaque profil patient pour répondre à ses besoins et cela au long cours, donc tout au long de sa vie. Chez FSK, quand vous êtes aussi atteint d'une lésion médulaire, vous bénéficiez de notre service Navigator. C'est un service exclusif en France, 100% gratuit. Et derrière ce service, c'est une équipe experte qui est là pour répondre à toutes vos questions par téléphone ou par email. On a aussi une plateforme avec un nombre conséquent d'articles et d'informations rédigées par des professionnels de santé qui peuvent être des informations cliniques ou plutôt sociales ou autres, type reprendre une activité sportive, jouer aux jeux vidéo, etc. Et vous avez également l'accès à un réseau de partenaires, donc notamment dans nos partenaires premium, nous avons Aurélie Anna Dubois, ici présente, ergothérapeute, qui propose un bilan des aides techniques
une fois à domicile au bout de 2 mois et demi, et qui fait un bilan complet justement pour vous aider toujours à mieux adapter votre environnement et améliorer votre qualité de vie. Et on a aussi d'autres partenaires qui sont là pour répondre à différents besoins, type conseil juridique, si vous avez besoin d'associations sportives, etc. Donc voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour cela, on va commencer avec quelques chiffres. Et avant tout, est-ce que on voulait savoir si certains d'entre vous qui étaient connectés avaient déjà eu des douleurs d'épaule. Donc, normalement, vous voyez apparaître le premier sondage. Donc, si vous avez déjà été confronté ou même si vous êtes confronté en ce moment à des douleurs d'épaule, vous répondez oui. Donc, ça s'oriente aux patients, parce qu'on n'a pas de retour, du coup, dans le nombre de connectés, quelle est la part de patients et de professionnels de santé. Donc, forcément, cette question concerne les patients. Je laisse un peu de temps pour répondre, mais a priori, c'est équilibré. On a 50-50 pour l'instant. OK. Ah, on a un peu plus de oui. OK, parfait. Donc, pour ceux qui sont justement concernés par ces douleurs d'épaule, vous n'hésitez pas. Vous pouvez en parallèle partager votre expérience et clairement les douleurs que vous avez sur le chat. Et comme ça, on pourra voir en live et en discuter en live. Et de proposer vos solutions, on va en évoquer, mais bien sûr, si vous avez aussi, vous, de votre côté, des solutions, le but, c'est qu'on essaie de partager l'expérience de tout le monde. Exactement. Alors, aussi quelques chiffres. Donc, je te laisse la parole. Aureliana, vas-y. Donc, du coup, juste pour un petit peu sensibiliser, donc selon les études, il y a beaucoup d'études dans la littérature scientifique qui ont été faites sur les douleurs d'épaule chez le patient qui a une lésion de la moelle épinière. Globalement, quand on fait un peu la moyenne de ces études, on voit que 12% des patients ont des douleurs d'épaule quand ils sont à moins de 5 ans de la lésion. Ça augmente à 20% entre 5 et 10 ans après la lésion de la moelle épinière. Et la question qu'on souhaiterait vous poser, c'est à votre avis, ce pourcentage, à combien il est après 15 ou 20 ans de lésion? Donc, normalement, ça va s'ouvrir aussi sur votre droite. Et du coup, vous pouvez répondre soit 50%, 80% ou 100% des personnes qui ont des douleurs d'épaule après 15 ou 20 ans de lésion. Donc, on vous laisse le temps de répondre. Et de la même façon, ça va s'afficher. On attend un petit peu que tout le monde participe. Donc, je rappelle la question, c'est au bout de 15 à 20 ans de lésion, lorsqu'on est atteint d'une lésion médulaire, donc, combien de patients ont des douleurs à l'épaule? Donc, 50%, 80% ou 100%. On arrête les votes et vous devez voir donc les résultats. 38% ont répondu 100% des patients et c'est malheureusement la bonne réponse. On peut faire défiler peut-être le diaporama. Il y a la lésion des coins de où normalement ça s'affiche. Donc effectivement, alors encore une fois, selon les études, en tout cas, le minimum qu'on retrouve dans les études, c'est 76% des patients qui ont des douleurs d'épaule après 15 à 20 ans. Mais certaines études qui montrent qu'effectivement, malheureusement, ce chiffre est à 100%. Donc après, forcément, il y a des vieilles études et des études un peu plus récentes où du coup, on verra plus tard qu'avec le matériel, ça permet de diminuer ces douleurs d'épaule, mais malheureusement, voilà, ça peut atteindre 100% sans une bonne prévention qu'on va tout de suite parler. Et donc forcément, dans les douleurs d'épaule, mais Brice vous en parlera juste après, ça peut être dû à une lésion de la coiffe des rotateurs. Et donc ces lésions, on voit que dans les études, c'est observé chez 63% des patients blessés médulaires qui sont, pour certains, pas pour tous, bien sûr, opérés en moyenne à 55 ans, alors que dans la population générale, il n'y a que 15% de la population générale qui ont des lésions au niveau de la coiffe des rotateurs et que ces personnes qui doivent être opérées sont opérées plus tard à 60 ans. Donc, ça montre bien que cette épaule, elle est beaucoup plus fragile chez le patient blessé médulaire et que si opération il devait y avoir, elle est beaucoup plus précoce que dans la population générale. Donc, la prévention des douleurs d'épaule, c'est un des points cruciaux dans l'accompagnement du patient blessé médulaire. S'il y a des patients connectés, on a dû vous en parler rapidement en centre de rééducation. C'est quand même l'une des grandes priorités en plus de l'ESCAR. Donc, on a déjà fait un webinaire sur l'ESCAR. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'expliquer le fonctionnement d'une épaule, pourquoi c'est une articulation fragile, mais Brice va vous en parler juste après, et d'expliquer effectivement quels sont les mouvements délétères, comment la protéger et limiter au maximum les troubles musculo-squelettiques
sciatique, donc c'est un mot un peu barbare pour dire toutes les douleurs d'épaule que la personne qui a une lésion de la moelle épinière peut avoir au long cours. Donc pour ce qui est de l'anatomie, donc là on vous a mis un schéma qui représente les différentes articulations, mais du coup on va couper le partage d'écran pour que Brice puisse vous montrer sur un modèle qu'on a fait en 3D pour que ce soit peut-être un peu plus parlant et ludique, un petit peu comment marche une épaule. Alors, juste avant de commencer, je voulais juste vous faire part de ma petite particularité. Je suis sensibilisé au handicap parce que moi-même aussi je suis malvoyant, donc peut-être que j'aurai parfois un peu besoin de temps pour relire mes notes, mais je suis bien accompagné, donc je vais vous montrer le complexe de l'épaule. Alors, le complexe de l'épaule, ça y est, on Parfait. le complexe de l'épaule, c'est l'omoplate, l'humérus, et là, on n'a pas la clavicule, mais la clavicule repose comme une tuile sur un toit, sur l'acromion. Ça, c'est le processus coracoïde, on en parlera un peu moins, mais l'acromion, c'est là. 3 articulations et 2 plans de glissement dans ce complexe de l'épaule. Première articulation sterno-claviculaire, donc ici. Sur moi, c'est là, donc ça se représente à peu près devant l'omoplate ici. Qui s'articule avec l'acromioclaviculaire, deuxième articulation qui repose sur le sommet de l'épaule. Troisième articulation, scapulo-humérale, ou on dit aussi gléno-humérale. Donc l'humérus qui s'articule avec la glène, une partie de l'omoplate. 2 plans de glissement. Premier plan de glissement, le sous-acromial, pardon, plan de glissement sous-acromial, je vais y revenir tout de suite, et deuxième plan de glissement, le plan de l'omoplate sur le grille costal, les côtes qui sont là, l'articulation donc scapulo-thoracique avec ses différentes composantes, élévation, on en parlera beaucoup, élévation de l'épaule en l'air, je monte l'épaule, élévation du bras en l'air. Donc là, je ne peux pas le faire parce que sinon, je détruis ma petite maquette. Mais humérus vers le haut. Abaissement de l'épaule, toujours l'omoplate. On recule, rétropulsion, antépulsion, on enroule vers l'avant. Je vais vous montrer donc le plan de glissement qui est très important dans l'épaule de la sous-acromiale. La majorité des conflits se trouvent à cet endroit-là. Ce que l'on a représenté en noir ici, c'est la bourse séreuse. C'est un élément anatomique naturel dans l'épaule, qui est comme une petite boule de graisse, qui permet ce glissement. Sauf que, quand il y a compression là-dessus, cette bourse séreuse est écrasée. J'espère que vous voyez à l'écran. Alors normalement, je vous ai remis un autre morceau de mousse à côté pour vous représenter l'écrasement. Voilà. Et si elle s'écrase, elle s'inflamme, et c'est ce qu'on appelle une bursite. On y reviendra tout à l'heure. Devant, on peut voir en bleu les ligaments. Un ligament n'est pas à confondre avec un tendon. Un tendon, c'est la terminaison d'un muscle. Le tendon est représenté en rouge, notamment les tendons de la coiffe des rotateurs, qui englobent toute la tête humérale dans sa partie proximale, c'est-à-dire en haut. Donc, coiffe des rotateurs, c'est l'ensemble des tendons. Et les ligaments, par contre, c'est des ligaments qui permettent l'union entre 2 os, donc l'humérus et l'omoplate. Et ces ligaments ne sont pas extensibles. Les tendons, c'est le prolongement du muscle, donc ça bouge, ça permet de faire bouger l'os sur le côté, sur le devant, etc. Voilà. Il faut savoir que ces ligaments, on parle de ces tendons, pardon, de la coiffe des rotateurs, on parle aussi de ligaments actifs parce que on considère qu'ils soutiennent, qu'ils tiennent l'extrémité de l'humérus dans la glène, car très peu de surface qui s'articule avec la glène. Ce qu'on appelle non congruent. Je vais vous montrer avec tout simplement un œuf et une cuillère. C'est presque que l'œuf est suspendu sur la cuillère. Alors qu'une articulation congruente comme la hanche, tête fémorale du fémur, cotyle, morceau du bassin, qui s'articule, et bien là, c'est fait pour être appuyé dessus sans problème. Sauf que l'épaule n'est donc pas fait pour être appuyée dessus puisqu'elle est presque suspendue à la petite cuillère.
Donc là, c'était un petit peu pour déjà parler anatomie et du coup, comparer un petit peu l'épaule qui, du coup, vous l'avez compris, est très fragile. La seule chose qui maintient votre épaule, en fait, c'est les tendons, comme vous l'a dit Brice. Alors que, par exemple, la hanche, du coup, le complexe osseux fait que déjà, ça tient tout seul, on va dire. Et que cette épaule, à la base, elle n'est pas faite non plus pour relayer toutes les activités qui incombent de base à la hanche, notamment la marche. Et du coup, elle va être d'autant plus sollicitée. Mais ça, on va le voir juste après, justement, en parlant des mouvements. Donc, je laisse la parole à Brice pour les mouvements. Alors, le mouvement physiologique de l'épaule, c'est orienter le bras dans l'espace pour diriger la main, pour permettre une prise, ce qu'on appelle la préhension. C'est aussi éventuellement pour un port de charge lourde, de préférence proche du corps. Ça, c'est les mouvements physiologiques de l'épaule. Chez une personne atteinte d'une lésion médulaire, il faut savoir qu'on a tendance à avoir un enroulement de l'épaule vers l'avant. Les mouvements délétères ou qui peuvent être traumatiques pour l'épaule, c'est notamment la rotation interne. Rotation interne, je précise juste, rotation externe, c'est ça, rotation interne, c'est ça, toujours en rotation interne. Le mouvement d'abduction, c'est le mouvement quand on écarte le bras sur le côté. Ça aussi, c'est pas formidable pour l'épaule. Les mouvements d'élévation du bras et aussi élévation de l'épaule, par exemple avec compression quand on s'appuie sur le bras. C'est pareil, là, on a vu la bourse séreuse tout à l'heure, on l'a compris. Ça, c'est des mouvements plutôt un peu traumatisants pour l'épaule. Et quand ils sont inhabituels et répétés. Voilà, donc c'est ça. Quand les mouvements sont inhabituels, répétitifs ou trop intensifs, c'est-à-dire, par exemple, aussi à grand bras de levier. Exemple, quand vous chargez votre fauteuil roulant dans votre voiture, vous allez chercher loin, avec le bras tendu, une charge lourde que vous ramenez. C'est ce qu'on appelle un grand bras de levier. Ça, c'est très sollicitant pour l'épaule d'un point de vue pression et contrainte. Et si on veut un peu donner un exemple de mouvement répété, mais on va en reparler après, la propulsion du fauteuil roulant, c'est vraiment le mouvement qui est le plus répété au niveau de l'épaule pour les patients blessés médulaires qui sont concernés par le fauteuil roulant. Et puis, dans les nouveaux mouvements ou inhabituels, on peut voir des patients qui développent des douleurs d'épaule suite à, par exemple, un transfert au sol qu'on n'a pas l'habitude de faire ou un transfert dans le fond de la baignoire, par exemple. Voilà, sur des mouvements où le corps n'a pas l'habitude de faire. Et à l'inverse, on a des mouvements qui sont plutôt préventifs, et qui sont très souvent sous-sollicités au niveau de l'épaule. Donc, c'est les mouvements d'abaissement de l'épaule. On disait qu'on ne voulait pas trop d'élévation, donc on veut abaisser les épaules. Du coup, la rotation interne, on a dit, ce n'est pas super, donc on aimerait bien solliciter un peu plus la rotation externe. Fixateur d'omoplate aussi, c'est-à-dire derrière l'omoplate, derrière dans le dos, on veut aussi que les omoplates se rapprochent parce qu'on a tendance, comme on a dit, à l'enroulement. Donc là, on veut ramener vers l'arrière, vers le bas et vers la colonne vertébrale. Donc là, c'est pour ça qu'on essaie de représenter. Donc, on voit que là, à gauche, on a une personne qui n'a pas de lésion de la moelle épinière avec les mouvements, comme a dit Brice, physiologiques, où la balance est à l'équilibre. Et on voit que les mouvements en rouge, les mouvements sursollicités qu'on a expliqués, ça va faire pencher la balance, du coup, vers plutôt des mouvements qui sont douloureux, notamment s'ils sont intensifs et répétés, et que l'idée, c'est que tous ces mouvements sous-sollicités qu'on a mis en bleu, on puisse les renforcer pour un petit peu rééquilibrer la balance, pour limiter ces douleurs d'épaule. Et on a mis un petit logo d'une balance pour aussi parler du surpoids. On sait que le surpoids, dans certaines études, est présent chez les patients blessés médulaires comme n'importe qui, et que le surpoids, forcément, va être un facteur qui peut aussi exacerber les douleurs d'épaule. Et donc, avec cette belle introduction, et merci pour le détail de l'épaule et de son fonctionnement, pour ceux qui n'ont pas forcément fait de cours d'anatomie. On va passer du coup plus dans le détail sur en fait les mouvements délétères qui sont liés à la vie quotidienne et après on verra justement tous les impacts que ça a sur les épaules. Et on va commencer par un quiz sur une pression sous-acromiale. Donc, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. C'est la partie grise. Et Aurélie montrait effectivement qu'après, elle était beaucoup plus fine. Donc, lors des transferts, en fait, cette pression qui est de 40 mm de mercure. Exactement. Elle est multipliée.
On va donc lancer un sondage pour vous proposer de répondre à votre avis par combien cette pression est multipliée lorsque vous faites un transfert. Donc, on parle bien de la pression sous-acromiale, donc la pression sous l'acromion quand on va faire un transfert du fauteuil au lit, par exemple. Donc là, c'est vraiment en plus sur un transfert à même hauteur. Si on met le capteur, à votre avis, de combien est multipliée la pression dans l'épaule lors d'un transfert latéral, on va dire simple, donc avec une hauteur identique à celle du fauteuil roulant. Voilà, donc on vous propose plusieurs réponses, donc par 2, par 4 ou par plus de 6. Et je vois qu'il y a encore des votes. On partage les résultats. Et effectivement, il y a 75% des personnes qui ont bien répondu, c'est par plus de 6. Et du coup, cette pression, effectivement, elle passe de 40 à 250 mm de mercure, donc ce qui correspond effectivement à une multiplication par 6 de la pression dans votre épaule sur un seul transfert. On sait que les transferts, comme on a mis au-dessus, donc environ 65% des patients se plaignent de douleurs d'épaule lors de cette activité et que une étude a essayé de comparer un petit peu l'épaule de la personne avec une lésion de la moelle épinière pour montrer que, par exemple, en moyenne, selon cette étude, 10 à 15 transferts par jour seraient effectués. On le sait, et peut-être certains d'entre vous se disent j'en fais largement plus de 30, mais qu'en tout cas, si on se base sur ce chiffre de 10 à 15 transferts par jour, selon le niveau lésionnel, donc des patients qui auraient des abdominaux ou pas, en tout cas, on voit que juste sur l'activité transfert, ça correspond à minimum 50 pompes par jour pour montrer un petit peu l'effort qui est effectué sur l'épaule. Et forcément, ce chiffre est encore plus augmenté si vous êtes à 30 ou 40 transferts par jour. Si on parle du coup toujours des transferts, donc là sur la photo, on va un petit peu vous parler avec Brice des mouvements qui sont surtout délétères lors des transferts. Donc, on a la rotation interne d'épaule que vous voyez sur la photo, donc sur le bras droit de la personne là, qui fait son transfert. Sur son bras gauche, du coup, on voit que l'épaule est plutôt en surélévation. Donc, c'est tous les mouvements dont Brice vous avait dit qui sont délétères pour l'épaule. Et puis, chose importante, en bas, donc on voit qu'elle n'a pas les pieds qui touchent au sol. Et donc, forcément, si vous n'avez pas les pieds qui touchent au sol, même sans motricité au niveau des membres inférieurs, d'avoir un contre-appui au niveau des pieds, ça soulage un petit peu l'effort au niveau des épaules. Et que si vous n'avez aucun contre-appui, du coup, ça surcharge encore plus votre épaule. Et pour les personnes qui auraient un peu de motricité dans les membres inférieurs, bien sûr qu'il faut l'utiliser pour soulager les épaules. Donc ça, c'est les situations à risque, on va dire, de mauvais transferts, entre guillemets, qui seraient délétères pour l'épaule, mais on parlera des solutions à la fin du webinaire. Donc l'autre activité qui est très pourvoyeuse de douleurs d'épaule, c'est la propulsion du fauteuil manuel. Donc là, on voit que le chiffre augmente à quasiment 80% des patients qui se plaignent de douleurs d'épaule lors de la propulsion. Et là, de la même façon, selon votre réglage de fauteuil roulant et le type de fauteuil roulant, on peut avoir des mouvements qui sont délétères. Donc, on retrouve toujours la surélévation des épaules si vos roues sont réglées trop hautes. Si vos roues sont trop en arrière, on retrouve une extension d'épaule qui est aussi délétère. Et si vous avez un fauteuil trop large, donc des fois on voit certains fauteuils de location qui sont trop larges, ou si la personne perd du poids, du coup plus les roues sont écartées et plus on propulse en rotation interne. Et tout ça, du coup, répété X fois par jour, va encore une fois créer des douleurs d'épaule. Et donc là, on vous a mis un petit graphique. Donc le graphique du haut, c'est une courbe de quelqu'un qui propulse un fauteuil roulant manuel qui n'a pas de douleur d'épaule. Donc on voit qu'en moyenne, sur les 1000 millisecondes, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phases de poussée sur la main courante. Et le graphique du bas, donc en jaune, c'est quelqu'un qui a des douleurs au niveau des épaules. Et donc on voit que cette personne multiplie les phases de poussée. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 phases de poussée au lieu de 7. Et on voit aussi que les temps de répétition sont beaucoup plus courts. Et en fait, c'est un petit peu un cercle vicieux. Quand on a mal aux épaules, du coup, on ne va pas dans la maximum de l'amplitude qu'on a. On reste sur l'amplitude qui fait moins mal. Et du coup, le fait, ça accentue le nombre de répétitions. Et du coup, ça favorise les forces de cisaillement au niveau de l'épaule. Et quand on a mal, on propulse mal. Et quand on propulse mal, on a des douleurs d'épaule. Donc après, c'est un peu un cercle vicieux. Et on verra comment, au fauteuil roulant, on peut du coup favoriser une meilleure position. Et en tout cas, c'est une étude qui concernait autant les patients tétraplégiques que paraplégiques et
complet ou incomplet. Donc, on voit que cette propulsion, en fait, si elle est délétère, en tout cas, elle touche n'importe quel type de patient, peu importe le niveau lésionnel. Donc là, on a parlé un petit peu des réglages du fauteuil et après, on voit aussi que l'environnement extérieur peut être aussi un facteur qui exacerbe les douleurs d'épaule. Donc, on voit que sur une étude, donc sur, on va dire, un terrain plat, sur du linoléum ou chez vous, la force est à 0% dans votre épaule. Et quand vous êtes sur des terrains, par exemple, sur de la moquette, sur des surfaces molles, donc on pourrait imaginer de l'herbe, ou si vous montez des pentes ou si vous passez des trottoirs, du coup, cette force dans votre épaule, elle augmente potentiellement à 130%. Donc, on voit là que dans un environnement extérieur, forcément, votre épaule, elle est beaucoup plus sollicitée que quand vous roulez en intérieur ou dans un centre commercial, par exemple. Une autre étude, donc si on reprend un petit peu le graphique de droite sur le triangle, donc on essaie de vous représenter un peu la triade des 3 activités les plus délétères pour l'épaule. Donc, les transferts, on en a parlé. Là, on parle de la propulsion du fauteuil où la moyenne dans les études, c'est entre 2 et 3,3 km par jour qui sont parcourus en fauteuil. Encore une fois, je pense que certains d'entre vous en font beaucoup plus. En tout cas, si on se base sur ce chiffre, sur 2 km par jour, ça correspond à 3500 fois où la personne va pousser sur sa main courante. Et on l'a vu juste avant, s'il y a des douleurs d'épaule, ce chiffre est d'autant plus multiplié parce qu'avec les douleurs, c'est des mouvements qui sont répétés. Donc voilà pour la propulsion du fauteuil. Pour les push-ups, donc c'est vrai que ça, on parlait surtout il y a plus de temps sur les push-ups ou en termes de prévention d'escarres. Et du coup, pour ceux qui n'auraient pas vu le webinaire, on a fait un webinaire sur la prévention des escarres où il est recommandé plusieurs fois par heure de soulever notamment les appuis sciatiques. Mais du coup, les push-ups sont très pourvoyeurs de douleurs d'épaule. Et donc, en moyenne, si on part du chiffre de 4 par heure, ça correspond à 48 pompes par jour juste pour les push-ups qui se rajoutent à la propulsion du fauteuil, qui se rajoutent aux pompes faites lors des transferts et qui du coup, tout ça, à la base, l'épaule, elle n'est pas faite pour supporter toute cette charge musculaire. Mais aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'on revient un peu sur les push-ups et qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres techniques pour soulager ces points d'appui, se pencher vers l'avant, se pencher sur le côté et ne pas forcément forcer sur vos épaules pour décharger vos points d'appui. Le port de charge, Brice en a parlé. Donc déjà, dans la vie de tous les jours, vous faites vos courses, vous devez porter des charges. Mais c'est vrai que le fait de charger son fauteuil manuel dans la voiture, ça revient souvent dans les 4 premières plaintes aussi de douleurs d'épaule. Et puis, pour les patients qui seraient concernés, qui seraient incomplets et marchants, la marche en béquille peut être aussi pourvoyeur de douleurs d'épaule avec forcément une mise en charge des épaules avec un appui sur les béquilles pour compenser le déficit sur les membres inférieurs. Et on voit que cette marche en béquille, en moyenne, elle est comparable à une propulsion du fauteuil roulant manuel dans une montée à 8%, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà. Donc, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas marcher, mais qu'en tout cas, il faut y réfléchir, voilà, ou savoir que ça peut aussi favoriser vos douleurs d'épaule. Donc, en résumé, le but, ce n'est pas d'être c'est pas d'être pessimiste, mais du coup, en tout cas, ces situations à risque qu'on a vues, donc surtout les transferts, la propulsion et les push-ups, du coup, notamment si elles sont répétées et prolongées, peuvent entraîner des douleurs d'épaule. Et cette douleur d'épaule, forcément, dès qu'elle apparaît, ça impacte l'indépendance. Donc, dans une étude, ça montre qu'il y a quasiment 30% des patients qui perdent de l'indépendance, c'est ce qui est quand même primordial à conserver, et qui ont besoin de plus d'aide humaine, voire qui ont un besoin nouveau en aide humaine dû à ces douleurs d'épaule. Et du coup, l'idée de ce webinaire, c'est surtout d'insister sur faire de la prévention le plus tôt possible pour éviter que cette douleur arrive et du coup que ça impacte votre indépendance et vous permettre justement d'être le plus autonome possible et le plus longtemps possible. Surtout que maintenant, on sait que les patients avec une lésion de la moelle épinière ont une espérance de vie qui a augmenté comparé aux années, on va dire, 40 et que vous allez vivre aussi longtemps quasiment. Et donc, le but, c'est qu'elles arrivent le plus tard possible. Et maintenant, on va voir comment on peut… les pathologies, pardon. Et après, comment on va résoudre le problème. Alors, je voulais vous parler des pathologies que vous allez rencontrer, donc les principales pathologies que vous allez pouvoir rencontrer ou entendre, voilà. Donc, dans la lésion médulaire, principalement, c'est le conflit sous-acromial dont je vous ai parlé. Donc, c'était juste pour vous refaire un petit rappel sur qu'est-ce qu'est une tendinite. Une tendinite, c'est l'inflammation du tendon.
Donc, les tendons de la coiffe des rotateurs, par exemple. Donc, par exemple, ici, supraépineux. Le supraépineux est le tendon le plus atteint, quasiment 9 fois sur 10 dans les pathologies de la coiffe des rotateurs. C'est le supraépineux, qu'on appelait aussi sus-épineux, qui est incriminé. Donc, tendinite, inflammation du tendon. Vous pouvez aussi donc entendre parler de la bursite, qui est souvent associée à la tendinite. Donc, bursite, je vous ai dit que c'est l'inflammation de la bourse séreuse qu'on a vu tout à l'heure. Il peut y avoir aussi des calcifications des tendons. Alors ça, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas bien, enfin qu'on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un dépôt calcique qui se met sur les tendons. Parfois, ça se dissout tout seul, parfois ça reste. La calcification en elle-même ne fait pas mal s'il n'y a pas une inflammation dessus. Donc c'est l'inflammation qui fait mal, et on voit en rééducation, quand on diminue l'inflammation, parfois à la radio, on voit toujours la calcification, mais on a moins de douleur. Donc ça, c'est à savoir aussi. Concernant les tendons eux-mêmes, il peut y avoir donc une fissure du tendon ou une rupture totale. Fissure du tendon, ça veut dire que c'est par exemple comme si vous donniez un coup de couteau dans le sens vertical du tendon. Voilà. Une rupture totale, c'est quand vous donnez un coup de couteau dans le tendon de manière horizontale. Donc ça, c'est une rupture totale. Alors parfois, on observe qu'un tendon qui est très abîmé ou moitié rompu et moitié attaché est beaucoup plus douloureux qu'un tendon complètement rompu. En l'occurrence, quand un tendon est complètement rompu, ça veut dire qu'on perd de la force et on perd un élément important de l'épaule, donc il y a un déséquilibre musculaire aussi de l'épaule. Je voulais quand même vous parler de d'autres pathologies que vous pouvez aussi rencontrer, donc notamment l'arthrose. Donc l'arthrose, notamment avec l'âge, peut apparaître au niveau de la gléno-humérale, ou scapulo-humérale qu'on disait, donc entre l'humérus, la tête de l'humérus et la glène, mais aussi acromioclaviculaire, donc sur le dôme supérieur de l'épaule. Ça, c'est une possibilité aussi. Il existe aussi des instabilités d'épaule, postérieure, antérieure, beaucoup plus souvent antérieure. Si vous avez des antécédents, le luxation antérieure de l'épaule. Donc ça, c'est aussi une pathologie que l'on peut rencontrer dans l'épaule. Et aussi la capsulite rétractile. La capsulite rétractile est aussi appelée épaule gelée ou algoneurodystrophie de l'épaule ou parfois syndrome épaule-main. Tout ça, c'est un peu des synonymes, mais il faut en entendre parler une fois pour comprendre ce que ça peut être. C'est une épaule qui peut être très douloureuse et qui peut s'enraidir beaucoup. Voilà, ça on l'observe plutôt chez les personnes tétraplégiques en post-opératoire. Voilà, c'est pas très fréquent, mais c'est intéressant quand même de savoir ce que c'est. Je voulais aussi vous parler de douleurs qui ne sont pas d'origine, on va dire, forcément mécanique au sein de l'épaule en elle-même, et où le médecin et votre kinésithérapeute devra faire la différence entre une NCB, névralgie cervico-brachiale, qui est une racine nerveuse coincée au niveau cervical, un peu comprimée, qui est d'origine cervicale et qui peut lancer dans le bras, l'épaule, jusqu'à la main, etc. Donc, à ne pas confondre avec une tendinite. Le diagnostic différentiel doit être fait par vos professionnels de santé. On parle aussi de syndrome thoraco-brachial quand un nerf est coincé derrière la clavicule, entre la clavicule et la côte, ou par le petit pectoral devant, qui peut aussi lancer des douleurs d'épaule et dans le bras. Voilà, mais à ne pas confondre avec quelque chose donc en lésion, à ne pas confondre avec le conflit sous-acromial. Voilà, donc je crois que tu avais quelque chose à dire. Voilà, en tout cas, c'est peut-être des mots barbares, mais voilà, c'est juste pour, comme disait Brice, que vous les ayez au moins entendus une fois, et après, voilà, pour vous sensibiliser, pour dire qu'il peut y avoir plusieurs causes à cette douleur d'épaule et que, du coup, il n'y a qu'un médecin, il y a un kinésithérapeute qui peuvent vous aider dans ce diagnostic-là et du coup, de pouvoir choisir la bonne thérapeutique après. On vous a remis une autre étude pour un petit peu voir quels seraient les tendons qui seraient les plus abîmés. Donc là, la première étude, ça concernait 12 patients qui ont une tétraplégie, qui étaient en moyenne à 27 ans après la lésion de la moelle épinière. Et on voit que le tendon le plus atteint, c'est le supraépineux. Après, la longue portion du biceps. Et puis, une autre étude qui là regroupait une cinquantaine de patients avec un niveau lésionnel de para et de tétraplégie, avec à peu près le même délai post-lésionnel de plus de 20 ans, qui là l'ont fait sous contrôle IRM. Donc, on voit que c'est exactement les mêmes muscles qui ressortent, qui sont le plus souvent atteints. Donc, le supraépineux, le biceps. Et puis, cette fois-ci, on voit un peu plus le sous-scapulaire. Mais ce qui est aussi intéressant dans cette étude, c'est que quasiment tous les patients sous contrôle IRM avaient des débuts de lésions tendineuses sans forcément avoir de douleurs associées de façon clinique. Et ça, c'est parce que en fait, vos tendons, ils ne sont pas innervés comme la bourse séreuse. Peut-être que Brice, tu veux en dire un mot là-dessus ? Oui. Peut-être que ça fait plus mal.
la bourse que le tendon. Voilà, la bourse séreuse est plus innervée et du coup, quand elle est comprimée ou inflammée, ça fait beaucoup plus mal qu'un tendon. Donc voilà, donc vous pouvez des fois avoir déjà une petite lésion si on fait une IRM alors que vous n'avez pas de douleur. Donc ça, c'est un petit peu aussi pour appuyer sur le fait qu'il faut faire de la prévention et ne pas attendre d'avoir des douleurs d'épaule pour réfléchir aux solutions dont on va parler. Alors, je fais une petite parenthèse. Oui. Parfois, effectivement, on a une IRM ou une radio catastrophique et on a très peu de douleur. Et parfois, on a beaucoup de douleurs où on trouve qu'une petite tendinite de l'épaule. Donc ça, c'est un très grand classique dans nos cabinets. C'est normal. C'est pas parce qu'on a une épaule vraiment mauvaise à l'examen que c'est une épaule très douloureuse. Voilà. Mais la douleur, voilà, soit il faut l'éviter avant, soit il faut la traiter la plus précocement possible. Et là, donc c'est une autre étude avec plein de chiffres qui est uniquement chez des patients paraplégiques. Et donc là, l'idée, c'est juste de vous montrer que plus la personne avance en âge, et plus elle avance en âge physiologique et en âge de délai post-lésionnel après la lésion, plus il y a de chances d'avoir de plus qu'un seul tendon qui est atteint. Mais voilà, un bémol, parce qu'on voit quand même que cette étude, elle est très vieille, elle date des années 90 et qu'aujourd'hui, est-ce qu'on aurait les mêmes chiffres avec toutes les solutions, notamment sur le choix du fauteuil roulant et sur les aides techniques qu'on connaît? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, c'est pour vous montrer qu'aussi à une époque où il n'y avait pas autant de solutions techniques et technologiques, peut-être qu'ils pouvaient participer au fait qu'il y ait plus de lésions tendineuses. Mais en tout cas, là, on va dire que ça reste vrai dans le sens où plus on avance en âge et plus il y a de risques que cette épaule soit un petit peu malmenée, d'où encore une fois le fait de faire de la prévention le plus précocement possible. Et puis malheureusement, si on doit arriver à l'opération, bon, ça concerne pas tout le monde, on vous rassure. Donc là, il y a une étude qui a montré, notamment avec le bilan WISPI. Donc je vous ai mis un extrait à droite. Donc c'est un auto-questionnaire où en fait ça vous demande sur plusieurs activités de vie quotidienne de coter votre douleur pour un petit peu savoir dans quelles activités vous êtes gêné. Et du coup, les patients blessés médulaires dans cette étude qui se sont fait opérer, on voit que leur score de douleur a diminué par 3, ce qui est plutôt très satisfaisant. Vous voyez qu'il y a un score qui est très élevé de satisfaction, mais que cette opération, que ce soit voilà de remettre le tendon ou d'avoir une prothèse d'épaule, ça peut arriver aussi. Malheureusement, ça ne change pas, ça change en tout cas moins la fonction. Ça a un gros impact sur la douleur, mais c'est des patients qui malheureusement, la plupart du temps, doivent quand même changer leur habitude de vie. Et donc, on voit que quasiment un patient sur 2 a dû diminuer son nombre de transferts. Un tiers utiliser une aide technique au transfert, notamment la planche. Pour un tiers aussi, utiliser une motorisation de fauteuil manuel, voire une aide technique au chargement dans la voiture. Donc, cette opération est vraiment très impactante sur la douleur, mais malheureusement, il faut quand même, en termes de fonction dans votre vie de tous les jours et de fonctionnalité, réfléchir quand même à des aménagements pour pouvoir continuer à être le plus indépendant possible et limiter la réapparition de cette douleur après l'opération. Et maintenant, du coup, on va voir quelles sont les solutions, les bons réflexes à adopter chaque jour. Et puis, Brice aussi montrera des exercices à effectuer chez vous. Alors, en solution, du coup, on a beaucoup parlé des transferts et des fauteuils notamment. Alors, les transferts, tout simplement, ce qui découle de ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut essayer de diminuer le nombre de transferts dans la journée, les fréquences, c'est-à-dire laisser un temps de repos entre si possible, entre les transferts. Évidemment qu'on parlait donc de la position de l'enroulement, donc éviter l'enroulement de l'épaule en rotation interne. Il faut plutôt une rotation neutre, pas non plus une rotation externe, pour éviter la rotation interne, pas non plus rotation externe, plutôt une rotation neutre et abaisser l'épaule, pas être suspendu sur son épaule, mais abaisser l'épaule, ce qui est vrai pour les push-ups aussi pour ceux qui en font. Les seuls patients qui ne peuvent pas faire autrement, c'est les tétraplégiques qui n'ont pas de triceps. Ils sont obligés de verrouiller donc du coup le triceps. Là, effectivement, il y a un enroulement de l'épaule. On ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est les seuls qui ne peuvent pas effectivement bénéficier de cette solution.
Je crois que tu voulais parler de la propulsion. Et on va juste revenir, surtout, on en a déjà parlé, mais si on peut revenir, Marianne, sur la slide d'avant. Merci. Du coup, sur les pieds au sol. Donc voilà, alors, au sol ou sur la palette, ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Il faut juste faire attention si vous faites votre transfert pied sur la palette, que le fauteuil soit bien stable pour pas qu'il parte vers l'avant quand vous allez mettre votre appui sur la palette. Mais en tout cas, voilà, de maximiser l'appui au sol pour décharger la force dans vos épaules. Et que si vous avez un peu de motricité dans les jambes, il ne faut pas hésiter aussi à appuyer sur vos jambes pour soulager aussi les épaules. Et tu parlais du canapé, par exemple, sur il faut remettre à hauteur, donc à hauteur de votre fauteuil, les éléments sur lesquels vous transférez. Par exemple, le canapé, vous le rehaussez avec des cales pour être au niveau de l'assise de votre fauteuil. On reparlera un petit peu plus tard du logement. Sur les réglages du fauteuil roulant, donc déjà, forcément, il faut que votre fauteuil roulant il soit adapté à votre morphologie. Donc ça, en termes de largeur. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop large pour ne pas impacter vos épaules, pas trop petit pour ne pas créer d'escarres, mais en tout cas, qu'il soit bien adapté à votre morphologie. La hauteur des roues arrière, ça, c'est très important, parce que si les roues sont trop hautes, c'est le schéma en haut à gauche, donc vous allez propulser avec les épaules dans les oreilles. Si c'est trop bas, du coup, ça ne sera pas efficace. Donc, il faut avoir un entre-deux, qui est la position du milieu. Et puis, c'est aussi le centre de gravité. Donc, c'est si vos roues sont trop en arrière, vous allez faire beaucoup plus d'extension et demander beaucoup plus d'efforts à votre épaule. Par contre, votre fauteuil sera très stable, il ne va pas partir en arrière. Et plus vous allez avancer le centre de gravité, c'est ce qu'on voit sur le schéma en bas, moins ça vous demandera d'efforts au niveau de vos épaules. Par contre, le fauteuil sera plus instable. Donc, il faut trouver un compromis entre prévenir son épaule et puis que ce soit adapté à vos capacités de propulsion et ne pas non plus créer une chute. En tout cas, voilà, il faut réfléchir à ce compromis-là. La pression des pneus, alors ça peut paraître bête, mais c'est vrai que les pneumatiques sont souvent choisis parce que c'est plus confortable. Et si, voilà, comme tout pneu, ça se dégonfle et que quand ça se dégonfle, il y a quand même une étude qui a montré que si vous perdez un quart de pression dans vos pneus, c'est un quart de surcharge au niveau de vos épaules. Donc ça, il faut penser toutes les 2 semaines, minimum tous les mois, à regonfler vos pneus. Et si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, vous pouvez mettre des bandages, sauf qu'à la propulsion, ça sera beaucoup moins confortable et ça sera beaucoup plus difficile de vous propulser. Voilà, donc il faut trouver un compromis, ce qui est le plus adéquat pour vous et votre vie quotidienne. La hauteur de dossier, donc forcément, plus vous aurez un dossier haut, plus vous serez stable et du coup, vous mettrez moins d'efforts dans vos épaules. Mais encore une fois, il faut l'adapter à votre niveau lésionnel. C'est vrai que des fois, notamment chez des patients qui ont une tétraplégie, on voit des fois des dossiers très bas. Alors certes, c'est très esthétique, c'est très beau, mais forcément, quand on n'a pas un bon équilibre du tronc, si on n'a pas un dossier pour se maintenir, du coup, on va compenser dans les épaules pour avoir une propulsion et ce qui peut du coup créer des mouvements et des frictions qui ne devraient pas y avoir si vous aviez un bon maintien au niveau de votre dossier. Et puis l'angle de l'assise et du dossier aussi, forcément, encore une fois, si on n'a pas d'équilibre du tronc et qu'on est assis très droit, du coup, on va compenser dans les épaules pour maintenir son équilibre. Donc, l'idée, c'est vraiment de réfléchir à une posture où vous soyez le plus stable, confortable possible pour diminuer l'effort que vous allez mettre dans vos épaules. Et puis, on a rajouté le choix de la main courante, qu'on a beaucoup et exclusivement parlé des épaules, mais on voit aussi que chez le patient blessé médulaire, on peut avoir aussi de la même façon qu'à l'épaule, des tendinites de coude ou des syndromes du canal carpien, ici au niveau des poignets, et que, pareil, le choix de la main courante, il y a différentes formes aujourd'hui, différentes tailles de main courante. En termes de préhension, ça peut aussi jouer sur vos douleurs du poignet, même si aujourd'hui, on parle essentiellement de l'épaule. Et puis, sur votre type de propulsion, donc là, on a parlé essentiellement des réglages qui sont indispensables à bien réfléchir avec notamment votre vendeur matériel médical. Et puis, dans le type de propulsion, on a vu ainsi, vous avez les roues trop hautes ou trop basses et que vous avez peu d'amplitude parce que vous avez des douleurs d'épaule, on peut être sur des schémas un petit peu répétitifs de petite amplitude. Donc, c'est les schémas de gauche. Et dans l'idée, c'est essayer de faire une propulsion avec une forme un petit peu ovale, avec des moments de poussée, des moments de relâchement, des moments de poussée et des moments de relâchement, et éviter la surélévation et les petits mouvements répétitifs qui sont du coup qui sont très impactants pour l'épaule et qui vont créer d'énormes forces de friction et de cisaillement. Donc voilà, ça c'est des choses. Et puis si on parle des solutions maintenant en termes technologiques, donc je pense que ça doit parler à certains d'entre vous. Donc là, j'ai mis un peu les grandes lignes aujourd'hui des motorisations dont on a la chance d'avoir accès comparé aux années 40 ou aux années 20. Donc si on part sur la première,
Donc ça, c'est plutôt le type où on a les assistances à la propulsion qui sont dans les roues. Donc ça, vous continuez à faire le mouvement de propulsion, mais ça décuple votre force de propulsion. Et du coup, pour chaque aide électrique, vous allez voir qu'on vous a mis un graphique à droite. Donc le graphique, c'est en gros le cahier des charges sur chaque type d'aide électrique. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais produit. C'est juste que c'est pas toujours adapté à vous, à ce que vous faites dans votre vie, à vos environnements, à vos occupations. Et que dans le cahier des charges, donc ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on va installer cette motorisation. Est-ce que c'est facile d'utilisation? Est-ce que c'est plutôt à utiliser en intérieur, en extérieur? Est-ce que ça vous assiste en descente au freinage? Parce qu'on sait que le freinage d'un fauteuil roulant manuel, c'est aussi source de douleur d'épaule. Est-ce que ça va vite? Parce qu'on a souvent des demandes de patients où ils veulent bien une motorisation, mais il faut que ça aille très vite. Ils veulent pas que ça aille tout doucement. Et puis, est-ce que c'est facilement transportable et chargeable dans une voiture, par exemple, mais aussi, par exemple, en avion? Et du coup, l'idée de ce graphique, c'est plus le point est vers le 100%, donc vers l'extérieur du graphique, plus ça correspond et ça valide ce point du cahier des charges, et plus le point est au centre, et moins ça coche la case du cahier des charges. Donc, on voit que ce type de motorisation et d'assistance dans les roues, on va dire c'est un compromis qui coche pas mal de cases, mais que ça va pas très vite, et que pour certains, ça dépend des options. Le but, là, c'est pas forcément de parler de marque, parce qu'il y a plein de systèmes différents, mais que ça vous assiste pas trop au freinage. Et d'ailleurs, on aura une question après. Là, je te laisse dérouler les différents types, mais de Thibaut, pour justement être bien conseillé sur le fauteuil. D'accord. Alors, peut-être que du coup, ça va y répondre. Après, vous avez tout ce qui est 5e roue avec celles qui sont sous le châssis. Donc, il y a différentes marques, encore une fois. Donc, on voit que là, en termes d'installation, c'est très facile. C'est quasiment à 100%. En termes de facilité d'utilisation, j'ai fait peut-être exprès de le mettre au milieu parce que c'est des systèmes qui demandent quand même une très forte réaction pour l'arrêter, parce que souvent vous allez très vite, et s'il y a par exemple, je sais pas, un enfant qui traverse ou je ne sais pas, du coup, il faut réagir très vite pour arrêter la motorisation. Et si, voilà, par exemple, si on a un traumatisme crânien associé avec des difficultés cognitives, ça peut, demander un temps de réaction qui peut être difficile pour certaines personnes, mais sinon c'est vrai que c'est plutôt très intuitif. Ça s'utilise peu en intérieur, en tout cas il y a moins d'utilité. Par contre en extérieur ça s'utilise. C'est très facile à charger parce que c'est la motorisation aujourd'hui, ce type de motorisation qui est la plus compacte et la plus légère, hein. On est en moyenne entre 4,5 et 7 kg sur le marché. Par contre, il n'y a aucune assistance au freinage. Donc là, c'est pour ça que le point du graphique qui est face à l'assistance au freinage est au centre du graphique parce qu'il n'y a aucune assistance. Après, vous avez les motorisations par joystick, les motorisations, les 5e roues devant, donc qui là sont en termes de vitesse les plus performantes, qui en extérieur, vu que ça surélève les petites roues avant de votre fauteuil, quand vous avez des graviers, des bouts de bois, de l'herbe, des trottoirs, du coup, vous n'avez plus besoin de forcer pour franchir des obstacles. Par contre, en termes de chargement dans la voiture, là, c'est c'est pas le point le plus, qui coche le plus le cahier des charges. C'est souvent très lourd. Donc, on est en moyenne entre 10 et 12 kilos sur ce type de motorisation. Ça va très vite, mais c'est vrai que du coup, en intérieur aussi, vu que ça augmente la profondeur hors-tout du fauteuil, du coup, en intérieur, ça s'utilise pas et ça a sauté, oui. Ça revient. Et même en intérieur, c'est vrai qu'à l'intérieur, on pense souvent au domicile, mais si par exemple vous faites les courses dans un centre commercial, dans les allées du centre commercial, ça ira très bien. Par contre, dans votre magasin, ça sera plus difficile d'accéder. Et puis après, on a les motorisations par joystick qui du coup qui peuvent être démontables, qui permettent quand même de mieux franchir en extérieur, qui peuvent se charger plus facilement dans la voiture. Donc c'est vrai qu'on voit que ça coche un peu plus toutes les cases. Mais encore, il faut que ça vous convienne, hein. Le but, c'est pas de dire que ça, c'est meilleur que les autres. Et puis, le dernier, c'est le fauteuil électrique. Donc forcément, pour certains patients, ils veulent pas aller jusqu'au fauteuil électrique, mais c'est vrai que ça coche beaucoup de cases, sauf le transport et le chargement, où là, malheureusement, effectivement, si vous n'avez pas de véhicule adapté, du coup, vous ne pouvez pas vous déplacer au sein d'un véhicule, sauf, et on va mettre la slide d'après, et s'il y a besoin, je répondrai à la question. Le récapitulatif, parce que je vois l'heure, du coup, j'essaye d'accélérer un petit peu. Mais on vous laissera regarder peut-être à tête reposer le replay pour ceux qui voudraient se pencher dessus. Ouais. Et puis, la question. On a de Thibaut. Avez-vous une liste d'ergothérapeutes en libéral en Ile-de-France pour aider à conseiller sur le choix du fauteuil? Alors, il existe, c'est une très bonne question, il existe plusieurs centres.
centres qui ont des consultations avec des ergothérapeutes spécialisés, c'est-à-dire qui ne font que du conseil sur choix de fauteuil roulant et positionnement, parce que souvent c'est quand même un peu lié. Donc en Île-de-France, vous avez Garches dans le 92 qui a cette consultation. Vous avez Escavie en plein centre de Paris, alors je ne sais plus l'arrondissement. Et vous avez aussi certainement dans d'autres centres de rééducation, mais en tout cas, ces 2 centres, voilà, c'est une consultation prise en charge par la Sécurité sociale. Je ne peux parler que de Garches parce que j'y ai passé 11 ans. Il y a quand même, je crois, aujourd'hui 6 mois d'attente. Mais en tout cas, voilà, il y a ces cliniques qui existent et qui sont spécialisées. Et le problème de l'ergothérapeute en libéral, c'est que c'est pas pris en charge aujourd'hui par la Sécurité sociale. Donc, je ne pourrais que vous inciter à aller voir ces consultations. Autre question de la même personne. Est-ce qu'il faut motiver les patients à acquérir du coup rapidement une motorisation ou un fauteuil roulant électrique, voilà, pour sans doute limiter et préserver les roulements, et notamment pour un paraplégique. Oui. Non, je pense que effectivement notre présentation elle est dans ce sens-là. Ne pas attendre d'avoir mal pour agir, donc soulager avant en préventif. Mais en tout cas, là, je rejoins la question où effectivement, moi, dans mes 11 ans en centre de rééducation, j'en parle à tous les patients. L'avantage, c'est qu'à Garches, on avait tout sur place pour essayer, ce qui est quand même un gain non négligeable, et que c'est vrai que y a plein de patients, notamment chez les patients paraplégiques, jeunes, actifs, qui voient ça un petit peu comme non, je suis fort, j'ai pas besoin de ça. Comme stigmatisant, comme un peu régressif, et qui malheureusement, 2 à 3 ans après, reviennent nous voir en disant j'ai commencé à avoir des douleurs d'épaule. Il me semble qu'on avait parlé des aides techniques qui existaient, et aujourd'hui, je pense que Brice ne me contredira pas. Tous les patients qui acquièrent ces motorisations nous disent tous, si j'avais su, je l'aurais fait avant, et qui aujourd'hui ne s'en passerait absolument pas. Complètement. Donc, j'ai une dernière question. On a beaucoup de personnes d'Île-de-France, a priori, de Leslie, qui demande si on peut recommander des kinés spécialistes de l'épaule. Alors, en Île-de-France, en Île-de-France, il y a le spécialiste de l'épaule qui est Frédéric Srour, mais je n'ai vu aucune publication qu'il a fait sur la thématique lésions médulaires. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas trouvé. Mais ça reste quelqu'un de très connu, mais je pense il faut voir ses délais, mais il travaille peut-être avec un collègue très compétent. Donc, Frédéric Srour, c'est le kinésithérapeute le plus connu en France pour l'épaule. D'accord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit en Île-de-France, peut-être encore pire qu'ailleurs, on a beaucoup de patients effectivement qui souhaiteraient de la kiné en libéral, mais les kinés sont débordés. La plupart n'ont pas de cabinet accessible en fauteuil roulant souvent. Alors c'est pas le cas de Suite Brice, mais c'est vrai que c'est difficile en Île-de-France. Et puis c'est vrai que souvent il y a quand même très peu de kinés en libéral qui sont malheureusement spécialisés en lésions de la moelle épinière. Je pourrais transmettre peut-être par mail privé des anciens contacts de mes anciens collègues garchois qui maintenant sont en libéral et qui se feront une joie justement de pouvoir vous accueillir. Voilà, mais je pense que ça, on fera peut-être au cas par cas. Mais après, voilà, faut pas hésiter à appeler les cabinets de kiné. Si vous souhaitez peut-être la liste, envoyez-nous un message sur le chat et puis on vous écrira de manière personnalisée. Et on continue. Voilà. Et puis, voilà, on a juste fait une slide rapide sur un peu les autres aides techniques motorisées qui sortent un peu du lot. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, peu chez les patients blessés médulaires, mais il y a tous ces fauteuils électriques pliants, donc qui du coup cochent les cases d'un fauteuil électrique, donc qui reste quand même moins performant qu'un fauteuil électrique, qui se plie pour se mettre dans un véhicule. Bon, ça reste quand même lourd, 30 kilos, donc souvent c'est plutôt l'aidant qui le charge. Et encore que 30 kilos pour un aidant, il y a aussi l'aidant qui peut avoir des douleurs d'épaule et qui peut être vieillissant. Et puis après, il y a tout ce qui est un peu moins connu, c'est les Segway assis. Donc qui peuvent permettre, moi en tout cas, j'ai quelques patients, notamment paraplégiques, parce que du coup, ça marche par centre de gravité, donc il faut être très vigilant sur les pertes d'équilibre, mais qui, trouver ça un peu plus esthétique et un peu plus fun qu'un fauteuil électrique. Après, ça coûte très cher, malheureusement. Il y a des systèmes avec des grosses roues VTT, etc. J'en profite pour dire, j'ai pas du tout mis dans le cahier des charges le critère financier, qui est quand même hyper important, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sûrement vous le savez, il y a une réforme qui est en cours sur les remboursements des fauteuils roulants, qui devrait passer à la base en juillet 2024, qui va peut-être être reporté. Donc, c'est pour ça que volontairement, j'ai pas mis le critère financier, ne sachant pas à quelle sauce on va être mangé. Mais c'est bien évident que le critère financier est hyper important et que certains systèmes qui ne sont pas pris en charge par la Sécu, donc ça veut dire pas de mutuelle, malgré que ce soit super et que ça coche toutes les cases, c'est pas accessible forcément financièrement rapidement. Et puis pour le sport, mais Brice vous en parlera un petit peu après, vous avez aussi tous les systèmes de handbike. Donc on connaît le handbike, sauf que ça vous demande de vous transférer sur un transfert qui est plutôt au sol, et qu'il y a des systèmes de handbike qui se fixent au fauteuil roulant avec aussi une assistance, donc qui peut aussi vous permettre de faire plus de kilomètres
et sans forcément vous abîmer l'épaule, mais tout en prenant plaisir à pouvoir pratiquer une activité physique et du vélo. Alors, j'ai encore une question avant d'enchaîner. Existe-t-il un intérêt de faire des séjours en HDJ pour les épaules? Je laisse Brice commencer peut-être. Ça, c'est vraiment s'il n'y a pas de solution trouvée avant. C'est-à-dire, les étapes, c'est quoi? C'est d'abord le médecin généraliste qui envoie chez un médecin spécialiste, que ce soit orthopédique de l'épaule ou médecin MPR spécialisé, qui après oriente en kinésithérapie, en cabinet ou en balnéothérapie. Éventuellement, si ça ne fonctionne pas, une infiltration. Si ça ne marche pas, on revoit le chirurgien. Et sinon, s'il propose, effectivement, c'est tout à fait une possibilité. Mais en tout cas, ce n'est pas la première intention normalement. Okay. Et il ne faut pas attendre, pardon Brice, d'avoir une place en HDJ pour réagir, parce que souvent, malheureusement, encore une fois, les hôpitaux sont débordés et voilà, des fois, vous n'avez pas une place en HDJ tout de suite, mais c'est vrai que l'HDJ, après, peut vous permettre aussi de réfléchir de façon plus globale à des aménagements de votre logement, de votre véhicule, etc., en plus de la prise en charge en kiné qui doit être faite immédiatement, bien sûr. Alors, on continue parce qu'après, il nous reste les petits exercices quand même. Alors, très, très rapidement, pour que Brice puisse montrer les exercices. Donc, on a parlé déjà d'essayer de rehausser son canapé. Le lit médicalisé, même si pour beaucoup, c'est stigmatisant, ça fait penser à l'hôpital. Aujourd'hui, il y a des lits médicalisés qui sont très beaux. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir régler en hauteur, et puis des fois aussi d'avoir la tête de lit électrique, etc., ou tout du moins de rehausser votre lit aussi pour qu'il soit à la même hauteur. Et des fois, même 3 cm. Chez des patients, ils ont vu la différence. Le fauteuil douche, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de patients qui ont des sièges strapontins, voilà, qui ont des bancs dans la douche parce que c'est plus joli qu'un fauteuil douche. Et j'entends que c'est pas beau d'avoir un fauteuil douche à la maison. Ça diminue par 2 votre nombre de transferts le matin. Donc voilà, c'est quelque chose des fois qu'il faut réfléchir. Et puis la domotique, c'est tout bête, mais je ne compte même plus le nombre de patients qui me disent qu'après avoir fait un transfert, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié d'éteindre la lumière et que du coup, ça vous fait refaire un transfert. Donc c'est un peu dommage. Et puis tous les aménagements de véhicules, aujourd'hui, on a beaucoup de types de robots de chargement. Mais encore une fois, il faut être vigilant parce que c'est pas compatible avec tous les types de véhicules et c'est pas compatible avec tous les fauteuils et toutes les motorisations. Donc, il faut vraiment avoir une réflexion globale sur votre fauteuil roulant en lien avec votre aménagement de logement et en lien avec le véhicule pour que ça coche, en tout cas, vos activités. Et le but, c'est que vous puissiez faire les activités dont vous avez envie, que ce soit de loisirs, professionnels, familiales, etc. Et donc, on va passer aux entretiens, aux activités. Activité physique, vous avez compris que souvent, chez les personnes atteintes d'une lésion médulaire, c'est un déséquilibre musculaire, c'est-à-dire beaucoup plus enroulé, donc beaucoup plus fort et peu extensible à l'avant et faible à l'arrière. Donc, le principe, c'est de renforcer les abaisseurs dont on a parlé tout à l'heure, les fixateurs d'omoplates et les rotateurs externes de l'épaule. Pour cela, une chose aussi importante en théorie, à savoir, il faut aussi parler donc, de renforcement musculaire et d'étirement. Donc, on étire devant, on renforce, en gros, derrière. On parle aussi de réactivation de réactivation de la coiffe des rotateurs, qui est aussi un exercice important pour prévenir des douleurs d'épaule. Alors, je vais vous montrer d'abord un tout petit échauffement, puis quelques exercices de prévention et un étirement. Ces exercices sont à faire uniquement quand vous n'avez pas de douleur d'épaule en prévention. Si vous avez pendant l'exercice ou pendant 48 heures après l'exercice une douleur à l'épaule, il faut arrêter également. Bien sûr, en parler à votre médecin, à votre kinésithérapeute si c'est le cas. Si actuellement vous avez des douleurs, ces exercices ne sont peut-être pas indiqués. Il faut donc valider cela par votre professionnel de santé, médecin ou kiné. Donc, je vais vous montrer les exercices peut-être au fauteuil roulant, donc en position assise, d'abord pour une personne paraplégique. On travaille déjà les abaisseurs, ça veut dire les épaules quand elles sont trop en haut. On abaisse tout simplement les abaisseurs, on les active, on soulage un peu, on soulage, on rentre le menton, on abaisse, on tire vers le bas, les coudes vers le bas, en gardant le dos bien droit le plus possible. Si vous n'avez pas d'équilibre du tronc, pas d'abdos, sanglez-vous à votre dossier avant de commencer ces exercices-là. Voilà, donc travail des abaisseurs, travail des fixateurs, d'omoplate à l'arrière. On peut prendre travail des fixateurs, avec un point fixe, vous pouvez accrocher un élastique assez souple, pas forcément très fort, à un radiateur, à un meuble, à quelque chose de costaud. On tire vers l'arrière et on serre les omoplates à l'arrière, toujours avec les épaules basses.
menton rentré, toujours épaule basse, on tire vers l'arrière, on tient 5 secondes et on revient. Ça, vous pouvez faire au début des petites séries de 30, 3 fois 10, de 10, donc 3 fois 10, 30. Puis après, vous pouvez augmenter à 15. Donc, travail de fixateur, on a dit, abaisseur, on a dit, rotateur externe, je vais vous montrer de face. Rotateur externe, on peut utiliser ce type que vous pouvez trouver un peu partout, ce type d'élastique, qui ont des coutures pour passer les mains à plusieurs niveaux. Donc, rotateur externe, toujours avec abaissement des épaules. Donc, ça, c'est vraiment un exercice classique. Abaissement des épaules, rotateur externe, on va vers l'extérieur. On stabilise un peu. On revient. On stabilise 5 secondes. On revient. Donc, toujours abaissement des épaules, on écarte les bras. Ça, c'est les rotateurs externes. Ensuite, réactiver la coiffe des rotateurs, c'est pour une personne paraplégique. Si la personne est plutôt sanglée, parce que mes patients perdent souvent l'équilibre, donc je vous le conseille. Si vous arrivez bien à tendre les coudes vers l'avant, vous écartez sur les côtés et vous montez tout doucement en l'air. Ça recrute l'ensemble des muscles de la coiffe des rotateurs. Excellent exercice de prévention. S'il n'y a pas de douleur, je le répète. Sinon, à valider avec un professionnel de santé. Les personnes tétraplégiques, ça c'est très bien cet élastique, parce qu'ils peuvent ne pas se servir des mains, l'enfiler au maximum et faire les mêmes exercices. Donc, un petit peu écarté au maximum, rotation externe, et sinon, plier les coudes, écarter, monter. Comme si vous voulez décrire une verticale avec l'élastique, le plus possible. Souvent, ils n'arrivent pas aussi haut parce que ça retombe. Mais déjà, écarter en bas et monter au maximum. L'étirement du grand pectoral, parce qu'on a l'épaule enroulée. L'étirement du grand pectoral, c'est ça. Donc, je vais vous montrer debout ou assis. On peut montrer assis. Je ne sais pas si la caméra est toujours bonne. Donc, assis, tout simplement, main et coude contre un bord d'une porte, chambranle d'une porte ou d'un mur. Et ça doit étirer sur le grand pectoral ici. Voilà. Donc, on avance un petit peu et ça étire tout simplement. Donc, on peut avancer un peu le fauteuil roulant. Hop. Voilà. Et ça doit étirer. Donc, un étirement, c'est entre 30 et 45 secondes. On respire, on souffle bien, on relâche. Je crois que j'ai fait le tour. Merci. Hop. Donc, juste pour ceux, parce que ça faisait peut-être un peu beaucoup et rapide, on va avec Brice, du coup, mettre tous ces exercices sur fiche avec des photos et sur le nombre de répétitions qui sont plutôt préconisées. Voilà. Je vais juste oublier le petit échauffement des épaules, tout simplement. Tout simplement, enrouler les épaules vers le haut, l'arrière, le bas, l'avant, le haut, arrière, bas, et puis dans l'autre sens. Ce qu'on faisait quand on était gamin à l'école. Tout simplement pour s'échauffer un peu les épaules avant de tout de suite commencer les contractions. Et en tout cas, pour ceux qui auraient besoin, on pourra aussi vous transmettre tous ces exercices par fiche. Voilà. Et comme l'a dit Brice, c'est vraiment des exercices de prévention. Et s'il y a le moindre douleur, il faut qu'ils soient personnalisés et spécifiés en fonction de votre type de douleur et de vos atteintes à voir avec votre kiné et votre médecin. Et du coup, la solution aussi, c'est l'aide humaine et l'entourage. Tout à fait. Donc, pas hésiter à demander de l'aide quand il y a quelque chose de sollicitant pour l'épaule. Voilà. Par exemple, on prenait l'exemple, il existe, on ne voudrait pas citer le nom de la marque, mais il existe pour faire un plein d'essence, il existe une application pour demander aux stations d'essence de vous faire le plein en étant bien tranquillement dans votre voiture sans avoir besoin de faire de transfert et un grand bras de levier dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, c'était un seul exemple, mais il y en a plein des exemples comme ça. Voilà, pour moi, pour conclure, l'épaule, c'est une articulation très complexe, très mobile, une des articulations les plus mobiles, la plus mobile du corps humain. C'est très complexe. Il faut vraiment que la prise en charge soit spécialisée, spécifique à chacun, et trouver des solutions avec vos professionnels de santé. Là, on vous donne juste des exemples de prévention. En aucun cas, c'est une thérapeutique.
Voilà, et donc, comme on l'a dit, hein, donc la prévention, elle est nécessaire le plus tôt possible pour retarder au maximum l'apparition des douleurs et vous permettre de rester le plus indépendant possible le plus longtemps. Que dès qu'il y a la douleur, il faut consulter déjà votre médecin traitant. Si vous avez des liens avec vos médecins MPR, ne pas hésiter aussi à contacter vos médecins MPR et puis d'avertir aussi immédiatement votre kiné ou si vous n'avez pas de kiné, d'essayer de commencer une prise en charge en kinésithérapie. Et puis que la douleur, on n'en a pas beaucoup parlé, hein, mais il y a plein d'études qui ont montré que cette douleur, c'est un des facteurs de risque de chute en fauteuil roulant ou en transfert. On a aussi plusieurs patients, du coup, sur un passage de trottoir un peu difficile, une douleur qui se déclenche et du coup, vous n'arrivez pas à rattraper. C'est là où vous chutez. Ou pendant un transfert, hein, pareil, la douleur qui apparaît et qui vous fait rater votre transfert. Donc voilà, donc faut être vigilant et puis demander de l'aide. Donc on l'a dit, hein, ça peut être notamment sur le plein d'essence. Voilà, est-ce que ça vaut le coup de faire 2 transferts voiture pour aller chercher une baguette de pain? Je suis pas sûre. Et de demander de l'aide, à vos familles, à vos entourages. Faut pas le voir comme une régression ou quoi que ce soit, mais vraiment comme de la prévention. Et puis voilà, de solliciter sur des activités qui font pas sens pour vous. Par exemple, je sais pas, aller chercher vos enfants à l'école, ça on comprend que c'est important. Aller chercher une baguette de pain, c'est peut-être moins important, à voir en fonction de chacun, mais essayez de réfléchir. Et puis voilà, aussi ne pas hésiter à solliciter votre revendeur matériel médical pour tout réglage de fauteuil ou entretien de fauteuil, parce qu'on sait qu'aussi le fauteuil manuel, les pneus dégonflés, mais on parle aussi souvent des roulements. Dès que vous avez des cheveux, etc., dans vos roulements, ça crée une force de friction et ça va vous demander plus de force. Donc, il faut bien aussi entretenir votre fauteuil roulant tous les ans et du coup, ne pas hésiter à en parler à votre vendeur matériel médical. On espère qu'on a été clair, on n'a pas trop débordé. Pas trop de jargon. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à Brice et à Aurélie, Anna pour leur lumière et voilà tout ce travail pour sensibiliser sur la prévention des douleurs d'épaule. Merci à Margot qui vous a guidé lors de ce live. Et puis, si vous avez des questions, on sera toujours là pour y répondre. Donc, vous pouvez nous contacter en nous écrivant un mail à navigator@fsk.fr. Par téléphone aussi, vous avez toutes les infos sur FSK. Et puis, nous, on mettra effectivement à disposition un article dédié donc, aux douleurs d'épaule sur le site Navigator. On le complétera avec les exercices que vous pourrez faire si vous n'avez pas de douleurs d'épaule. Et vous pouvez aussi télécharger la présentation que l'on vous a faite aujourd'hui, juste après, je pense, avoir quitté le live. Merci à tous. Et puis, je pense juste, je voudrais rajouter, parce que du coup, il y avait beaucoup de questions sur les conseils en fauteuil roulant. Donc, au-delà des équipes qui sont formidables, si il y avait des gens qui étaient patients Navigator, faut pas hésiter aussi à ce qu'on puisse se rencontrer, même en visio déjà, pour peut-être dégrossir ce projet éventuel de motorisation pour vous déjà vous guider, vous conseiller. Ça peut vous faire gagner du temps aussi sur des futures consultations après. Toi, dans ton bilan d'ergothérapie des aides techniques, tu fais un point notamment sur le fauteuil. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter pour les patients qui seraient adhérents à Navigator. Exactement. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne soirée.